Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici donc les titres qui vous seront développés dans cette édition. À Addis Abeba, où le chef de l'État Ismaël Marguerite a pris part donc à l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Également dans l'actualité de ce 15 heures, la condamnation des pays arabes et internationaux contre l'attaque de l'armée sioniste au Qatar quant à la violation de sa souveraineté. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons donc cette édition à Addis Abeba donc avec l'inauguration d'un grand barrage, le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a pris part donc hier dans la région éthiopienne de Benachingul à l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Un nombre important d'officiels de premier rang, dont des chefs d'État et de gouvernement des pays africains, ainsi que les principaux responsables de l'Union africaine, ont pris part à l'inauguration. La plaque d'inauguration donc a été faite par le chef de l'État Ismaël Marguerite et le président du Kenya, M. William Ruto. Outre le président Guelleh, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, le président du Soudan du Sud, M. Salva Kiir, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, entre autres, participé à cet événement. Rappelons que Djibouti entretient avec l'Éthiopie un partenariat stratégique étendu à tous les secteurs névralgiques de coopération, dont l'électricité, l'eau, deux thématiques relevant du barrage inauguré. C'est en cela que l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est pour notre pays un événement majeur pour la région. Le chef de l'État a ensuite visité, aux côtés de ses pairs africains, à la visite de cette infrastructure du barrage de la Renaissance. Le président Ismaël Marguerite donc a de visu et reçu des explications des ingénieurs en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique. Le grand barrage, rappelons-le, compte 16 turbines d'une capacité totale de plus de 5000 MW, un dispositif hydroélectrique. Le barrage de la Renaissance a une valeur imposante d'infrastructure énergétique de 1,8 km de large et de 145 mètres de haut. Il a été bâti sur plus de 15 années avec un coût évalué à environ 4 milliards de dollars. S'il a un potentiel immédiat à mettre fin aux disparités énergétiques caractérisant jusqu'alors l'Éthiopie, il aurait donc vocation aussi à doter ce pays d'une source nouvelle de revenus et de recettes. Ce méga barrage ambitionne de répondre aux besoins énergétiques d'une population de plus de 130 millions d'habitants, dont la moitié n'avait pas accès à l'électricité. Le barrage de la Renaissance est appelé à générer environ 1 milliard de dollars de bénéfices par an et aurait récemment donc estimé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui se réjouit également du fait que ce dispositif nouveau connecte son pays donc à la perspective de commercialiser et d'exporter l'électricité dans les pays de la région. Le chef de l'État donc a exprimé son désir donc lors de l'inauguration officielle de ce barrage. Le chef de l'État donc était présent lors de l'inauguration de ce méga barrage, venu participer avec un parterre des chefs d'État, notamment le président du Kenya William Ruto, le président de la Somalie Hassan Sheikh et le président du Soudan du Sud Salva Kiir. Le président de la Commission de l'Union africaine également était présent. Cet immense barrage, cette immense barrière de béton sur le Nil de 1,8 km et de 145 mètres de haut est le plus grand ouvrage hydroélectrique du continent et sera un important vecteur de développement pour l'Éthiopie. À la tribune, le président Guelleh a félicité le peuple éthiopien pour leur travail acharné et l'accomplissement de leurs efforts, et il a ajouté que cette cérémonie d'inauguration du grand barrage est un moment historique. Pour sa part, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
a précisé que le barrage sur le Nil est une grande réussite non seulement pour l'Éthiopie, mais un exemple également brillant pour toutes les populations du continent africain. ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስለ አገሬ። Eh bien, passons maintenant donc à la réaction faite à la presse du chef de l'État. Le président Guelleh n'a pas manqué de livrer à la presse une réaction empreinte d'enthousiasme. La réalisation de ce barrage relève d'un événement historique, a affirmé le président de la République. Cet ouvrage monumental constitue une immense fierté pour la nation sœur éthiopienne. Aujourd'hui est un jour historique, a déclaré le président de la République. Ce projet a conquis l'admiration du monde entier. Il ne bénéficie pas seulement à l'Éthiopie, mais à l'ensemble de l'Afrique, car il symbolise, a-t-il indiqué, la capacité de notre continent à relever ses propres défis. Les propos du président de la République, poursuivant, indiquaient que le barrage de la Renaissance incarne le succès éclatant de nos frères éthiopiens. Nous nous réjouissons tous de constater l'œuvre remarquable réalisée par leurs ingénieurs, leurs experts, leur savoir-faire, a-t-il ainsi conclu ses propos, et leur détermination sont une source de fierté pour l'Afrique tout entière. Fin de citation. Je vous le disais en titre, la condamnation est unanime au niveau arabe quant au niveau international contre l'attaque israélienne au Qatar et à la violation de sa souveraineté nationale. L'armée sioniste ayant visé hier des résidences de dirigeants des mouvements du Hamas à Doha, la capitale qatari, a suscité une vague de condamnations arabes et internationales qualifiées de violations flagrantes du droit international et d'atteinte à la souveraineté de l'État du Qatar. L'Arabie Saoudite a affirmé pour sa part, à travers un appel téléphonique du prince héritier, Son Altesse royale Mohammed Ben Salman, à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, son soutien total à Doha et sa volonté de mettre toutes ses capacités à sa disposition. Le roi de la Jordanie, Abdallah II, a également retiré lors d'un appel similaire que la sécurité du Qatar fait partie intégrante de la sécurité de la Jordanie, tandis que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a qualifié l'agression de lâche et exhorté la communauté internationale à freiner Israël. La République du Djibouti se joint à ces condamnations des pays arabes, condamnant donc l'attaque israélienne d'une violation de la souveraineté d'un État membre de la Ligue arabe. Au niveau régional, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Hassim Al-Bouadoui, a condamné l'opération ignoble et la Ligue arabe a dénoncé une attaque sapant les efforts de médiation entrepris par le Qatar dans le conflit de Gaza. Des réservoirs d'eau douce, un nouvel espoir à la crise internationale. Des chercheurs ont révélé que c'est... je reviens sur cette information. Nous allons parler de cette visite officielle du ministre du Travail de Djibouti au Qatar, ou dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et l'État du Qatar, M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et la protection sociale, a effectué une visite officielle du travail à Doha. C'était du 6 au 11 septembre.
À la tête d'une importante délégation composée entre autres des hauts responsables de son département, le ministre et l'ambassadeur de Djibouti à Qatar, M. Daïb Doubad, ainsi que la délégation a été reçue par Dr Ali Ben Saïd Ben Samih Al-Mahri, ministre du Travail de l'État du Qatar. Au cours de cette audience, les deux parties ont procédé donc à un large échange de vues sur les relations de coopération dans le domaine du travail et ont réaffirmé la volonté commune de renforcer et d'élargir le partenariat entre les deux pays. Le deuxième jour, la délégation conduite par le ministre djiboutien du Travail a eu une réunion de travail approfondie avec les experts et techniciens du ministère du Travail qatari. La rencontre donc a permis d'examiner les opportunités de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la migration de main-d'œuvre ainsi que les mécanismes de protection de suivi des travailleurs. Autre activité ministérielle à l'extérieur du pays, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui partage l'expérience pionnière de l'initiative Carbone Souveraine de Djibouti, une entrevue bilatérale organisée dans le cadre de Africa Climate Summit de l'Union africaine qui se tient actuellement à Addis Abeba. Le ministre a présenté à ses homologues africains l'expérience de Djibouti dans la mise en œuvre de la première initiative carbone souveraine du continent. Le ministre a relayé le message du chef de l'État et de son discours prononcé lors de la session inaugurale qui a appelé donc à un véritable changement de paradigme et à se tourner vers un modèle de développement alternatif qui inscrit la transition énergétique au cœur de priorité. L'école de management de Djibouti, l'EMD, a organisé donc la deuxième édition de son salon d'orientation universitaire en faveur des étudiants et des bacheliers de l'année 2025. C'était ce matin où l'école de management de Djibouti a organisé avec succès la deuxième édition de son salon d'orientation universitaire, un événement majeur destiné à ses étudiants ainsi qu'aux nouveaux bacheliers. La rencontre s'est donc déroulée dans l'enceinte de l'établissement composé d'élèves, d'enseignants, des parents, des représentants d'institutions d'enseignement supérieur, mais également de nombreuses entreprises de la place. Ce salon se voulut donc à la fois une journée porte ouverte et des espaces d'échange entre le monde académique et le monde professionnel. L'objectif principal donc était de faire découvrir aux nouveaux bacheliers les différentes filières enseignées par l'EMD qui va permettre aux étudiants actuels d'explorer les perspectives professionnelles qui s'offrent à eux. Plus de 12 entreprises privées, donc établissements bancaires et grandes institutions publiques et privées ont répondu à cette invitation. Elles ont tenu des stands d'information offrant aux étudiants des explications détaillées sur leur mission, les opportunités de stage, d'emploi et de collaboration ainsi que les compétences recherchées dans le monde du travail. Donc j'aimerais bien commencer la part de ma parole par tout d'abord rendre grâce à Allah. Sans la volonté et sa bénédiction, cet événement n'aurait jamais pu être donc réalisable. Et j'en profite également donc à remercier la direction générale de l'EMD ainsi qu'au corps professoral et administratif donc pour leur travail remarquable, pour la rigueur. Et voilà donc l'événement s'est produit donc avec un grand succès. Et je vais donc par la même occasion féliciter nos partenaires et leur remercier aussi donc d'avoir répondu à l'appel. Et voilà donc l'événement s'est produit de manière donc comme a été donc souhaité. L'objectif en fait de ces salons, c'était non seulement comment dirais-je, faire découvrir les étudiants ces complexes universitaires internationaux, mais aussi on voulait que nos étudiants potentiels ou nos étudiants actuels puissent en fait se familiariser avec le monde professionnel. Donc nous avons pu inviter une douzaine de stands, une douzaine d'entreprises, et voilà, donc ils ont profité à échanger avec eux, à créer un réseautage. Et donc concernant moi personnellement, en tant qu'enseignant, c'était donc un salon très enrichissant, du côté donc information et du côté donc acquis et connaissances. Interrogée par la radio-télévision de Djibouti, la directrice administrative de l'école de management de Djibouti a souligné l'importance d'une telle initiative. Écoutons.
Le plaisir aujourd'hui d'accueillir toutes ces entreprises qui sont là aujourd'hui. Machallah, ils ont fait un très bon travail. Leurs stands, machallah, qui sont bien présentés également. Et nous avons accueilli également plus de 200 étudiants, machallah, qui sont là. Ce sont les potentiels et les nouveaux inscrits qui viennent de s'inscrire cette année, en première année. Et nous sommes très fiers, machallah, de l'équipe administrative qui ont fait un très bon travail, qu'ils ont bien accueilli ces étudiants et qu'ils ont réussi à faire inscrire ce nombre d'étudiants, machallah, pour cette année. Et ça fait plaisir d'accueillir tous ces gens. Et on vous souhaite le bienvenu. Vous pouvez passer. Nous serons là, Inch'Allah, ce mercredi après-midi également. Nous allons continuer. Et le jeudi, Inch'Allah aussi, jusqu'à midi, on sera là. Donc, vous pouvez passer pour faire une visite et voir nos différents stands et différentes entreprises qui sont présentes également. Direction donc Ali Sabié, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande et de la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police du détachement d'Ali Sabié et l'armée BIAS, ont intercepté à proximité du secteur de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande. En l'occurrence, la saisie et une saisie de plus de 2500 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon donc la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. Toujours dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les fléaux de la contrebande qui affectent la sécurité économique du pays, une opération conjointe entre la brigade de la douane placée sous la direction du chef de la brigade, Mohamed Moumin Hassan, et la police de détachement d'Ali Sabié ont permis de mettre la main également sur une importante cargaison de marchandises illicites. L'opération menée avec précision et professionnalisme a abouti à la saisie de 5 cartons de cigarettes de la marque Royal et Benson. Ces produits introduits illégalement sur le territoire national étaient destinés donc à alimenter le marché noir et à échapper le contrôle fiscal de l'État. Les autorités donc ont salué cette nouvelle collaboration exemplaire entre les forces sécuritaires stationnées dans la région frontalière et les agents de la douane, qui illustrent l'efficacité du travail en synergie dans la lutte contre les réseaux de trafic. C'est ce qu'a indiqué le responsable de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. En Tanzanie, ce pays de l'Afrique a adopté des nouvelles directives pour les communications satellitaires directes vers les téléphones mobiles. Une initiative pionnière visant donc à renforcer les infrastructures numériques. L'autorité de régulation des télécommunications de Tanzanie a annoncé en juillet 2025 l'adoption de nouvelles directives pour encadrer les services de communication par satellite directement vers les téléphones mobiles. En nouvelles du monde, le président français Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu Premier ministre. La présidence française a annoncé hier dans la soirée que le président Emmanuel Macron a chargé le ministre des Armées Sébastien Lecornu de prendre les fonctions de Premier ministre avec mission de proposer un nouveau gouvernement. L'action du Premier ministre sera guidée par la défense de l'indépendance et de la puissance de la France, le service des citoyens et la stabilité politique et institutionnelle afin de préserver l'unité de ce pays, souligne le communiqué. La présidence exprime également sa confiance dans la possibilité d'un consensus entre les forces politiques dans le respect des convictions à chacun. Âgé seulement de 39 ans, Sébastien Lecornu, proche collaborateur d'Emmanuel Macron, a occupé plusieurs postes ministériels depuis 2017, notamment secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales avant de diriger le ministère des Armées. Il pourrait constituer donc un pont entre le bloc central et l'aile droite de l'hémicycle lors des prochaines négociations sur le budget. Principal point de discussion entre le gouvernement et le Parlement. Il succède donc à François Bayrou qui a démissionné après avoir été renversé par un vote de confiance. Lecornu est le seul ministre à avoir fait partie du gouvernement sans interruption depuis l'accession du président français Emmanuel Macron à la présidence française. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.